ça, c'est le livre d'Isabelle Nadal. Ça va commencer comme ça. Putain, mais c'est une bouffée de chaleur. Je te rassure. Alors, on coupera pas. On coupera pas. Je lui dis pas. Alors, c'est quoi déjà ce livre? Et alors j'arrête. Bon bah sinon je suis prête. Moi, Je me pose un peu. T'inquiète, respire. Bah, je sais pas, je suis heureuse d'avoir écrit ce livre. Ah, Voilà. c'est vrai qu'elle a l'air super heureuse. Hein. Voilà, c'était l'interview avec... Alors, salut Isabelle. Bonjour. Isabelle Nadolny, bonjour, bonjour. Alors, je suis ravi de te revoir encore et que tu nous accueilles ici. Cette fois-ci, c'est pour ton nouveau livre que tu as sorti ce mois-ci, en fait, au début du mois, le mois d'avril. Donc, qui est dispo sur Amazon et sur d'autres sites. Donc, c'est l'histoire du tarot. On l'attendait tous dans la tarosphère. Histoire du tarot de Isabelle Nadolny, origine, iconographie et symbolisme aux éditions Trajectoire. Donc je le dis tout de suite, c'est de la bombe atomique. Je l'ai fini il y a quelques heures, en fait, donc j'en sors juste. J'ai un avis un peu à chaud comme ça. Mais écoute, ça m'a énormément plu, c'est un travail assez énorme. Tu vas peut-être nous dire deux mots d'ailleurs juste après comment et pourquoi tu as sorti ce livre. Mais écoute, j'aurais beaucoup trop de choses à dire, mais dans cette interview, au lieu de parler du livre en lui-même, parce que les gens n'auront qu'à le lire finalement, on va plutôt prendre des idées générales qu'on a sur le tarot, et on va voir ce qu'en dit justement l'histoire. Par exemple, quand est né le tarot, et toutes ces choses-là, quel contexte. Il y aura plein de choses assez intéressantes parce qu'on va essayer de casser certaines images générales qu'on a sur les idées générales qu'on a sur le tarot. Et donc là, dans ton histoire du tarot, déjà, je vais dire juste 2-3 trucs dessus parce que en fait, tu fais un peu le point sur les connaissances historiques qu'on a sur le tarot aujourd'hui. Et ce qui est super, c'est que tu parles de ce qu'on est sûr parce que c'est documenté, ce dont on est à peu près sûr, ce qui est probable et ce qui est improbable, alors genre parfois très improbable. Et donc tu as aussi l'histoire donc des cartes du tarot, des jeux de tarot, et tu l'inscris dans l'histoire du jeu en général et dans l'histoire des cartes en général, c'est ça qui est intéressant. Et tu mets l'accent sur la pratique, voilà. Tu mets l'accent sur la pratique des cartes du tarot, c'est-à-dire qu'on a plein de tirages différents. Ah ça, j'ai adoré les découvrir. Bah oui, c'est excellent. Tu as notamment le premier tirage, tu nous en parleras, le premier système de tirage du tarot, première méthode. Et donc tu as les tirages de Papus, tu as les tirages de Waite, tu as les tirages d'Eteia, un personnage sur lequel tu as pu travailler, où on connaissait pas grand-chose dessus, tu vas pouvoir nous en parler. Voilà, en gros, j'ai adoré ce livre. Et on va en parler un peu plus en détail. Mais d'abord, comment et pourquoi tu as voulu faire un livre sur le tarot, sur l'histoire du tarot? C'est un peu un concours de circonstances. Déjà, il y a la déformation professionnelle, on va dire. C'est-à-dire, comme j'ai dit à pas mal de gens déjà, quand j'ai acheté mon premier tarot, ce fameux tarot de Marseille, j'ai pris, comme tout le monde, j'ai acheté le Grimaud pour commencer. Enfin, comme beaucoup de gens, autrefois, plus comme tout le monde aujourd'hui, vraiment, des tas de gens achètent des tas de tarots de Marseille différents. Et justement, je me suis posé la question, vu que chaque tarot de Marseille prétend être le seul, l'unique, l'authentique, le vrai. Alors, c'était longtemps le Grimaud, le Jodo Camoin, aujourd'hui il y en a encore d'autres. Alors, je me suis tout de suite demandé, mais il y en a un qui ment alors, ou il y en a un autre qui est... Est-ce qu'il y en a un vrai, est-ce qu'il y en a un faux, et qu'est-ce que c'est que ces histoires? Donc très vite, je me suis posé des questions. J'ai été chercher dans les lieux où on trouve les tarots, dans les librairies ésotériques. J'ai demandé aux libraires, est-ce que vous avez des livres sur l'histoire du tarot? Le bonhomme, non, ça n'existe pas. Je dis, d'accord. Les recherches en sont restées un peu là. Et puis,
quelques années plus tard, en fait, un tarologue assez renommé à Paris, Florian Paris, m'a demandé de participer à un atelier et de faire l'histoire du tarot. Puis je me suis dit, allez, c'est pour moi l'occasion de me mettre à faire des recherches, vu que quelqu'un attend au tournant et des gens attendent des réponses. Je vais enfin me mettre à chercher. Donc là, je me suis dit, pour faire de l'histoire, il faut aller regarder les livres d'histoire. Et commencer par le commencement. Donc j'ai été chercher dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'il y a vraiment des historiens qui ont écrit sur le tarot. Et il y en a bien. Et on ne les connaît pas, d'une part parce que il y en a un des plus connus dans la sphère des historiens du tarot, c'est Michael Dumet, donc c'est un prof de logique américain qui a écrit un livre en 1980, une espèce d'énorme, gigantesque livre assez imbuvable de 650 pages, écrit en tout petit, en anglais. Donc Pas traduit en fait. Pas traduit. Donc des livres comme ça déjà sont assez inaccessibles. Il y en avait 2 en France dans les bibliothèques françaises, donc un à la BNF, un autre dans une bibliothèque contemporaine. Donc tout ça pour dire que si l'histoire du tarot existait, elle était inaccessible. Ouais. Après, il y a les livres plus célèbres de Thierry de Poly, qui est un historien français qui est spécialiste de l'histoire des cartes à jouer et du tarot. Mais c'est pareil, ces livres sont devenus assez introuvables. Il a publié quelque chose en 1984, une exposition qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale sur l'histoire du tarot, mais ce livre n'est plus édité. Il a édité en 2013 un excellent livre sur l'histoire du tarot en Suisse, mais il n'est plus édité. Donc, le tarot révélé. Le tarot révélé. Et l'autre c'était Jeu, Tarot et Magie, non? Jeu, Tarot et Magie. Et donc moi j'ai commencé à travailler l'histoire du tarot à partir de ces ouvrages-là. Hoffmann aussi, un Allemand qui a écrit sur les cartes à jouer. Et je suis tombée très vite dans l'histoire des cartes à jouer en lisant ces livres, parce que tous ces auteurs commencent par parler des cartes, et ça me paraît évident. C'est-à-dire, si on veut savoir comment le tarot est apparu, si tant est qu'on le sache, ça rejoint, mais comment les cartes sont apparues, quelles sont les plus anciennes cartes à jouer connues, est-ce que le tarot procède des jeux de cartes, ou est-ce que les jeux de cartes, c'était une question qui se posait souvent. Est-ce que coupe épée, bâton, denier, ça vient du cœur, carreau, pique, trèfle ou l'inverse? On n'a toujours pas de réponse. On pense plutôt que ces systèmes sont apparus en même temps dans des pays différents, mais on ne sait pas lequel procède de l'autre. Mais moi, ça me paraissait indispensable de faire aussi l'histoire des cartes à jouer pour bien aborder l'histoire du tarot, vu que c'est les mêmes supports. Il y a quand même des similitudes. Il y a 4 suites avec des cartes à points, des rois, des reines, des cavaliers et des valets. Ouais. Donc, d'accord. C'est ça après qui est très intéressant, c'est que dans ton livre, tu fais l'histoire des cartes, et donc des cartes de tarot, qui sont un type de cartes à jouer, finalement, et il y a plusieurs types de tarot, etc., etc. Mais aussi, tu fais l'histoire de notre rapport aux cartes. Donc, ce qui peut intéresser notre rapport au jeu, déjà, au jeu de cartes, et notre rapport aux cartes. Et notamment à travers tous les tarots qui ont pu être créés et qu'on a pu retrouver, parce on a quelques tarots, mais il y en a beaucoup qui ont disparu, apparemment. Et tout ça du 15e siècle, finalement, jusqu'à aujourd'hui. Et donc on suit ça tout au long de ton livre. Et donc si tu veux bien que l'interview prenne cette forme, j'ai pris des idées que parfois tout le monde peut avoir en tête, et d'autres idées que des personnes plus spécialisées dans le tarot peuvent avoir. Et on va voir ce que tu penses de ces idées-là. Donc je les ai notées. D'abord, le tarot. Le tarot n'est pas fait par ou pour de grands initiés. Alors, Mais pour des princes tyranniques et sanguinaires. Ce qui est certain, c'est qu'en commençant à fouiller les livres d'histoire pour trouver en tout cas des éléments avérés par rapport à l'histoire du tarot, je n'ai pas retrouvé de traces, par exemple si on parle des artisans cartiers. J'ai fouillé, il y a un des meilleurs historiens là, sur la question, qui s'appelle d'Allemagne, René d'Allemagne, qui a passé sa vie à fouiller les archives locales françaises, Marseille, Paris, Dijon, Lyon, tout ce qu'on veut, pour retrouver les documents sur les artisans cartiers.
on n'a pas retrouvé de documents qui parlent de quelconque initiation de maître à disciple, de savoir caché, de savoir ésotérique. Malheureusement, j'ai envie de dire, enfin malheureusement, moi j'ai bien rigolé en retrouvant citer des documents juridiques, des factums comme on appelle sous l'Ancien Régime, c'est des actes juridiques, des pièces qui font état de procès. Ouais. Donc ça peut être des quartiers qui se disputent entre eux, oui, un tel m'a volé mon modèle de jeu de cartes, voilà, et qui va porter plainte au Parlement du coin. On a retrouvé des choses comme ça, on a retrouvé des actes ou des comment on appelle ça, les assistants, les personnages qui assistaient les fermiers, les commis de fermiers généraux. Les fermiers généraux, c'est les individus les plus haïs de tout l'Ancien Régime français, parce que c'était eux qui relevaient notamment les impôts et les taxes. Et les commis des fermiers généraux allaient chez les fabricants de cartes pour aller prélever régulièrement les taxes sur les jeux de cartes. Bref, on a trouvé plein de documents comme ça. Les initiations entre sages, maîtres et disciples, en tout cas pour l'histoire de la carte à jouer. C'est ce que disent aussi les historiens des cartes à jouer et des tarots. On n'a toujours pas trouvé. Alors d'où vient cette idée que le tarot serait fait par des grands initiés pour des grands initiés? Ouais. Ça vient clairement du monde primitif de Courte de Guesblin et de son ami le comte de Melay, effectivement, qui n'est pas très connu. Il n'est pas très connu, le comte de Melay, parce qu'il a écrit dans ce monde primitif, mais on ne retrouve que ses initiales, Monsieur le comte de... j'ai oublié le détail du texte, mais c'est... voilà, c'est de M avec 3 petites étoiles. Enfin, on a su que c'était lui après. Oui. Mais, tu veux que je montre le document peut-être ou pas? Non. Donc c'est lui qui parle, le premier qui se met à décrire un temple égyptien où des initiés font de la divination avec le livre de Thoth, Hermès. C'est à cette époque-là que les gens ont commencé à dire que le tarot était un outil initiatique. Ouais. Donc il n'y a pas de point commun entre le travail des artisans quartiers et puis ce genre de texte écrit par un franc-maçon, chevalier, comte, aristocrate, homme militaire, Ouais. Qui faisait partie des grandes loges maçonniques françaises. Ouais. Et des loges maçonniques, comme Courte de Guesblin aussi, c'était la loge des 9 sœurs. Il y avait Voltaire, il y avait Benjamin Franklin, il y avait des gens comme ça, Lafayette. C'est pas les mêmes sources, c'est pas les mêmes documents, c'est pas le même travail que les artisans quartiers de cette époque-là, Ouais. qui Ouais. gagnaient 18 sous par jour, qui se levaient à 5 heures du matin, qui travaillaient... Des artisans comme d'autres, en fait. Comme d'autres. Je me souviens que j'avais questionné un jeune homme à la BNF qui était franc-maçon et qui faisait des recherches sur la franc-maçonnerie opérative, parce qu'on dit souvent qu'avant la franc-maçonnerie spéculative, c'est-à-dire la franc-maçonnerie telle qu'on la connaît, qui est avérée en France environ depuis 1725. Bon, il y en a qui disent oui, mais avant il y avait la franc-maçonnerie opérative, alors c'est-à-dire les loges où ceux qui travaillaient réellement se réunissaient entre eux pour également étudier les symboles, etc. Ce jeune homme m'a dit qu'il n'avait pas retrouvé de traces de ces quelconques assemblées initiatiques d'artisans, maîtres. D'accord, ouais. Moi, pour l'instant, la seule activité, entre guillemets, culturelle, qui sort du labeur quotidien pour les artisans quartiers, c'est des actes qu'on retrouve quand ils vont dans les confréries religieuses, sous tel ou tel patronage, sous tel ou tel saint patron. Et bon, tout ce qu'on voit, c'est que ils vont à la messe le dimanche. Tout nouveau compagnon qui arrive dans la corporation doit payer son dû aux membres de la corporation pour faire partie de la confrérie, pour pouvoir aller à la messe avec ses copains. Enfin bon, on est loin des grands initiés. Des grands initiés qui existent dans les livres des occultistes du 19e siècle, mais en tout cas, moi je ne les ai pas retrouvés sous l'Ancien Régime français. Alors quant au Moyen-Âge, alors là on pourrait me dire, oui, qu'est-ce qu'on sait sur... comment être clair avec tout ça?
les manuscrits médiévaux qui parlent d'alchimie, d'hermétisme, de kabbale, etc., enfin déjà, je serais curieuse de voir combien de personnes savent lire l'hébreu, le grec et le latin et la paléographie médiévale pour étudier ces manuscrits. Ce que j'ai vu aussi, c'est que les rares historiens qui se sont penchés dessus ont dit, pour les manuscrits alchimiques, il y en a beaucoup, qu'il n'y a jamais eu d'études sérieuses de fait sur les alchimistes et leurs grimoires. Mhm. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des documents qui n'ont pas encore été explorés. Mhm. Mhm. Là, je répète un peu bêtement ce que j'ai lu dans un manuel de bibliographie médiévale qui fait état un peu de tous les manuscrits existants. C'est un corpus encyclopédique en je ne sais pas combien de volumes que j'ai trouvé à la BNF qui fait état de tous les documents existants au Moyen-Âge, par exemple, en disant ça a été vu, ça n'a pas été vu. Il y a tout ça, en gros. D'accord. Et comme l'histoire de l'alchimie, l'histoire de l'hermétisme et tout n'a pas bonne presse dans nos universités, elle est un peu restée en plan. Mhm. Mhm. Après, je ne suis pas spécialiste, alors je m'engage dans un terrain glissant. Est-ce que je le fais exprès pour glisser bien je ne sais pas, mais comment dirais-je ? Je pense qu'il y a un gros travail à faire Ouais. dans ces histoires-là pour clarifier ça encore plus. Mais en tout cas, pour ce qui est de revenons-en au tarot. Ouais. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de lien entre ces documents et ce jeu de cartes qui est apparu donc pour la plus ancienne trace, 1440, Ouais. dans le fameux... c'est le notaire des Médicis qui a noté qu'il passait commande d'un jeu de Naïbi à triomphe. D'accord, là on est aux origines des premiers tarots connus en fait. Voilà, c'est la première trace d'un tarot connu. 1440, 1440 pardon, Voilà. une commande de Naipes. Naipes. Oui, enfin, ça s'écrivait Naibi, Naipes. Naipes. Et on appelait les cartes comme ça dans le sud de l'Europe, et dans le nord de l'Europe, on les appelait cartes, ou charta, cartae. Ouais. Donc c'est déjà deux noms différents. Ouais. Et donc après, on a appelé à l'origine le jeu de tarot, on l'appelait le jeu de Naibi à triomphe. Ouais. Donc ça peut sous-entendre, c'est intéressant que les triomphes, c'est-à-dire les 22 atouts, ont été rajoutés au jeu des Naibi. Bien sûr. Pour Ouais. être clair, en fait, les plus anciens jeux de cartes connus ont été cités dans les années 1370. 1376, 1377, c'est des dates avérées pour les premiers jeux de cartes, et on les appelait les Naibi dans le sud de l'Europe. Donc si après on a dit Naibi à triomphe, on peut se douter que les atouts ont été rajoutés au jeu de cartes. Donc ça, c'est déjà un indice. Et souvent, j'ai remarqué qu'en faisant de l'histoire, on tâtonne comme ça. Il y a ça, il y a Naibi à triomphe en 1440, ah bon, bah, ok. Ah, bah, le mot tarot est apparu en 1505, ok. Entre deux, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Et il faut travailler à partir de traces comme ça, de traces certaines, pour reconstituer un puzzle. Oui. On avait déjà un peu parlé dans une précédente interview du contexte qui est celui de l'Italie du Nord, de la seconde, de la moitié du XVe siècle, avec la famille Visconti et Sforza, dont tu pourras nous toucher deux mots après. Par contre, c'est vrai, j'ai juste une observation. Ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur comment on a nommé le tarot et tout ce qui tournait autour du tarot à l'époque. J'ai noté quelques mots. Tu as les naipes qui voudraient dire gouverneur, par exemple. Donc on a gouverneur, triomphi, c'est des triomphes dont tu as parlé, qui peuvent faire peut-être référence à des triomphes militaires, notamment, ou des célébrations en l'honneur d'un triomphe militaire. Il y a les enseignes, qui étaient quoi ? C'est des drapeaux, des bannières, des... En fait, oui, pour les cartes, en fait, on parle de cartes à enseigne française ou de cartes à enseigne italienne. En fait, on ne sait pas, par exemple, d'où viennent les cœurs carreaux pique trèfle, on ne sait pas d'où viennent les coupes épée bâton denier, ce qui fait les quatre couleurs des quatre suites de cartes. Ouais. Une théorie existe comme quoi ça pourrait venir des blasons.
Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant un peu l'art des blasons, j'ai trouvé des blasons avec des cœurs carreaux pique trèfle, j'ai même trouvé des blasons avec un bâton avec des trèfles dessus, des blasons avec des épées tenues par des mains. Donc il y a peut-être une théorie comme, selon laquelle, oui, ça pourrait provenir de là, et ça pourrait effectivement servir simplement à désigner la couleur par un signe. Donc comme une enseigne, c'est quoi? C'est pour désigner un groupe, pour désigner un ensemble, et pour dire, voilà, moi je suis ça. Et ça pourrait très bien être ça. Donc quand on dit carte à enseigne, effectivement, une enseigne, c'est une dénomination, un symbole commun à une série de cartes. Ouais. Donc on parle de carte à enseigne. Et c'est vrai que si ça viendrait de là, on parlait déjà des enseignes dans les armées romaines qui servaient pour désigner les centuries. Ouais. Au Moyen-Âge, les blasons désignaient un peu le chevalier, enfin ses couleurs, il portait ses couleurs, ça a aidé à le reconnaître d'ailleurs sur le champ de bataille. Enfin, tout le monde devait se mélanger avec les armures. Comment reconnaître il faut bien ses reconnaître. ennemis. Et est-ce que effectivement les jeux des triomphes, moi ça m'a inspiré, je me disais triompher c'est quoi? C'est écraser l'adversaire, c'est remporter une victoire éclatante, et ensuite être porté en triomphe sur un char triomphal, comme à l'époque des Césars. Et après, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque des Visconti? Il y avait les carnavals avec les chars triomphaux. Et on a des récits de membres de l'aristocratie italienne qui se faisaient porter en triomphe sur ces chars. Alors j'ai un peu oublié les détails des noms de ces personnes qui se faisaient porter en triomphe, par exemple entourées des vertus. Oui, bien sûr. Mais dans la famille des Visconti, il y avait ça, non? Dans l'Italie du Nord? Non? Les Visconti, je me souviens plus s'ils se sont amusés à aller sur des chars triomphaux carnavalesques, mais je crois, oui, ou la famille d'Este, je crois, je me souviens, oui, à Ferrare, la famille d'Este s'était amusée comme ça, à se faire porter en char triomphal, entouré, oui, il y en avait un avec les vertus, les 4 vertus cardinales, la foi, la justice, la force, la tempérance, la prudence. Ouais. Et ça pour dire que je m'étais demandé effectivement si le jeu des triomphes n'était pas un jeu d'inspiration. Il faut l'emporter sur l'adversaire avec des atouts. Un jeu d'inspiration guerrière. Ça me fait aussi penser, des théoriciens des cartes à jouer disaient que ça pouvait venir des échecs. Oui. C'est-à-dire qu'avant, les échecs, ça viendrait d'un jeu de guerre indien, le chaturanga, c'était des jeux sur table avec 4 couleurs. Avec un roi et 2 lieutenants. Plus après, alors j'ai oublié la composition des jeux, avec les éléphants qui sont devenus les cavaliers ou les tours. Enfin, il y a eu une évolution des pièces du jeu, mais on retrouvait des jeux à 4 couleurs dirigés par un roi avec des figures qui l'encadraient et les points. Ça a pu inspirer, paraît-il, ça aurait pu inspirer les tarots, c'est comme si on couchait. C'est comme si on couchait les pièces à plat sur des cartons. Ouais. Parce qu'après, pour revenir vaguement sur l'origine des cartes à jouer, mais c'est simple, rien n'est avéré non plus. C'est-à-dire que les historiens actuels parlent quand même d'une origine orientale. Thierry de Poli, c'est ce grand historien du tarot, pense que c'est plutôt une origine orientale. Les naïbis, ça viendrait de Naïbi, de Nahib en arabe, qui veut dire gouverneur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est écrit sur les jeux des Mamelouks, ce terme, Naïbi. Donc c'est quand même une trace. Et il y a d'autres historiens qui disent oui, mais le jeu des Mamelouks, il est postérieur au jeu italien. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est pas une preuve, peut-être même que il y aurait une influence dans l'autre sens. Peut-être qu'un jeu italien a inspiré le jeu des Mamelouks. En fait, on n'en sait rien. Ouais. Il y avait un élément qui intéressait aussi beaucoup, auquel était attaché beaucoup Jean-Claude Flornoy, qui était le fait que ce soit un sarrasin du nom de Haïl, H-A-Y-L, je crois, qui a importé des jeux de cartes en Italie du Nord, je crois, peut-être par Venise, ou on ne sait pas, mais encore il y a une origine orientale là, c'est ça qui est drôle. C'est une source, oui, qui date de 1379, qui cite simplement ce personnage, comme quoi le jeu est arrivé par chez nous, par ce sarrasin nommé Haïl. On sait qu'il y avait dans les guerres intestines italiennes des conflits où des mercenaires musulmans étaient
employés Ouais. pour se battre. Euh, alors, c'est une preuve comme quoi ça pourrait être un jeu oriental, et en même temps, c'est pas une preuve Non, suffisante. pas du tout. Parce que dans toute l'Europe, à cette époque-là, il y a déjà des sources qui citent des cartes à jouer dans les principales villes, que ce soit depuis l'Allemagne jusque la France, jusque l'Espagne, et là c'est une source parmi d'autres qui est en Italie. 2 ans plus tôt, en 1377, on a un moine près de Bâle, je crois, qui parle d'un ludus cartarum qui est arrivé chez lui cette année. Arrivé. Qui est arrivé, ouais. Pas fait sur place, il est Pas arrivé. fait sur place. Et comme là en Italie, où ils disent que voilà, le Haïl a ramené le jeu. Ouais. Partout il est arrivé. Mais alors d'où vient-il Mais d'où vient-il? On n'a pas de preuve. Où n'est-il pas arrivé? Il y en a qui disent, bon, c'est passé par la Chine, puis par la Perse, puis par les pays arabes, et puis après c'est arrivé... ah non, pas en Espagne, en Italie, ça aurait pu arriver en Espagne mauresque. On ne sait pas. Mystère. Moi, je suis pas convaincue par ça, parce que d'une part, le monde musulman n'est pas un monde de l'image, et j'ai été assez bluffée quand j'ai fouillé dans l'histoire de la gravure. Du coup, j'ai feuilleté aussi des livres sur l'histoire de la gravure, vu que les premiers jeux de cartes ont été peints à la main, comme cela, mais après très vite gravés, que ce soit de la gravure sur cuivre ou de la gravure sur bois. Et quand on voit les premières gravures, il y a des représentations confondantes, des anciens calendriers où on voit des princes, des princesses, des bergers, des bergères. Et quand on voit les premiers jeux de cartes français conservés dans les années 1480, les images se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Donc je me suis dit, il y a quand même un lien. Et pourquoi, oui, les cartes ne seraient pas apparues ici avec le papier et la gravure? Pourquoi aller chercher des racines lointaines, mystérieuses et originales? Je suis pas convaincue. En même temps, c'est pareil, on ne peut pas affirmer. On ne peut jamais affirmer. C'est ça qui me plaît là-dedans, c'est que les cartes sont des supports très volatiles qui laissent planer le doute. Beaucoup de jeux de cartes ont été perdus, beaucoup de jeux de tarot ont été perdus. Là aussi, je pense que ce sera intéressant d'y revenir, par exemple, parce que autant on a gardé quelques beaux tarots enluminés italiens qui permet de se faire une idée de ces premiers jeux, mais après tous les vieux jeux, les tarots gravés avec des moules à cartes et colorés au pochoir, je pense qu'il y a dû en avoir des dizaines qui ont disparu. Quand on voit le jeu parisien anonyme, le tarot parisien anonyme, je vais peut-être le prendre. Début XVIIe siècle. Début XVIIe siècle, quand on voit comment il est... Ah, tu l'as, d'accord. Tu t'en as plus. Le facsimilé. Oui, tu l'as. Quand on voit comment il est, la carte du monde, comment elle se présente, quand on voit ce tarot-là, quand on voit après le tarot de Catelyn Geoffroy, on a aussi des cartes encore avec un pendu par les 2 pieds, avec un mort, une arcantresse, un squelette bien joyeux qui porte une pelle et puis prêt à enterrer ses cadavres, je sais pas. Bref, ces jeux sont déjà encore tellement différents du tarot qu'on appellera tarot de Marseille, alors à quoi se fier? De dire, voilà, le tarot de Marseille est un tarot fait par des initiés pour des initiés, avec un auteur déterminé qui serait Marcille Ficin ou un autre. Et ce tarot-là, alors on en fait quoi? Lui, il n'a pas d'auteur, lui, il n'a pas d'initiés qui l'ont fabriqué. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de ces jeux qui parcourent l'histoire du tarot, entre les premiers tarots italiens et le Marseille, sans compter, ça c'est un jeu français. À la Bibliothèque nationale, j'ai retrouvé dans Gallica un tarot bolonais du XVIIe siècle avec des figures encore différentes, mais complètement différentes du tarot de Marseille, que j'ai trouvé de toute beauté d'ailleurs. J'en ai mis une là dans le... Alors à partir de là, comment on peut décider de quelque chose? Je ne sais pas si on peut voir le... Là, j'aime bien parce que c'est le tarot bolonais, et puis à côté il y a le tarot parisien anonyme, donc pour la Maison Dieu ça donne des images magnifiques, et en même temps on peut se dire tout de suite que les représentations changent.
il y a une idée similaire qui reste. Là, évidemment, c'est la foudre soit le feu du ciel qui s'abat pour détruire les hommes, ou alors là, à gauche, c'est encore autre chose. On dirait l'enfer. Enfin, après, on peut parler de la Maison Dieu, mais c'est pour dire que c'est difficile après ça de... Moi, je ne crois plus, après avoir trouvé tout ça, au tarot de Marseille. Enfin, pour moi, c'est un concept élaboré. On y reviendra justement. Mais ce qui serait intéressant, vu qu'on est en train de parler des origines du tarot, ça serait de nous parler alors de la famille que j'adore, Visconti. qui est la famille Visconti. Et c'est très intéressant, tu parlais du pendu notamment, et puis on sait que, alors c'est pas Visconti, mais c'est un membre de la famille Sforza, Ah oui. qui est en fait un mercenaire, et à un moment a changé de camp, n'a plus servi le pape, mais a servi quelqu'un d'autre, et le pape, par vengeance, l'a représenté pendu, par le pied. Pendu en effigie par le pied, oui, comme les figures de traîtres. Ouais. Ça peut expliquer, paraît-il d'ailleurs, la figure du pendu. Oui, c'était le papa de Francesco Sforza, Ouais. et qui aurait, après s'être retourné contre le pape, se vit pendre en effigie de cette façon. Ouais. Ça peut expliquer des figures du tarot. Parce que je pense aussi à l'empereur avec son blason. Enfin, on sait que Oui. c'était le... Alors là, pour retrouver les noms des membres de cette famille, je crois que c'est le grand-père de Felipe Maria Visconti, donc pour qui a été créé le premier tarot en 1441, enfin le plus ancien tarot connu, pardon, on ne sait jamais. On sait jamais. On en trouvera peut-être un plus vieux. Mais pour qui a été créé ce tarot-là, comment, qu'est-ce que j'allais dire, le grand-père donc a acheté le titre de duc de Milan à prix d'or à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc, et on retrouve le blason et l'empereur dans le jeu. C'est l'aigle. L'aigle impérial dans le jeu. Bien sûr. Et il y a des jeux de tarot qui n'ont pas l'aigle impérial parce que ce sont des jeux qui ont été créés dans des villes italiennes qui sont sous la juridiction du pape. Donc pas d'aigle. Ouais. À partir de là, à quoi ça tient les figures du tarot? C'est... Après, alors, ils décapitaient leurs femmes. Ils se mariaient avec des vieilles femmes riches pour laisser ça. Les décapitaient ensuite et héritaient de leur fortune. Alors, donne-nous des détails. J'adore cette famille. Ça montre, en fait, juste une seconde, ça montre l'abîme incroyable qui se trouve entre le grand initié et ce qui est pour moi la réalité du tarot, c'est-à-dire la sorte d'esprit aristocratique, en fait. Il y a une double réalité. Effectivement, il y a ces grandes familles princières italiennes qui se font dessiner de somptueux jeux de cartes dans un contexte qui est quand même celui-là, un contexte de guerre permanent, effectivement. Et moi, ça m'a marqué, après, en voyant les 22 atouts, de voir des figures, c'est un historien du jeu, Jean-Marie Laude, qui en parle comme ça aussi, qui a dit, mais on n'a jamais vu ça dans l'histoire des jeux, de voir des figures pour jouer, avec des arcanes tresses, avec des squelettes, avec des faux, avec des tours qui s'écroulent, avec des démons, avec le diable, avec la roue de la fortune, qui n'était pas vraiment un symbole très positif pour les gens de ce temps, c'est-à-dire la roue cruelle et tournante. Dans les Carmina Burana, on en parle comme ça, avec le vaniteux qui se croit au sommet et qui en fait va bientôt passer et se retrouver en bas. Et c'est intéressant de se dire, oui, d'où viennent ces cartes alors? Qu'est-ce que c'est que cet ensemble symbolique qui a l'air assez violent pour certaines cartes quand même? Et c'est vrai qu'on dit, voilà, le traître, qu'est-ce qu'il fout là, le traître, dans un jeu comme ça, le pendu, le traître? Oui, Francesco Sforza a trahi le pape, et puis, donc est-ce que ce jeu n'a pas des figures qui sont sorties de ce contexte-là, de ce contexte de guerre? C'est possible, il y a des figures de pouvoir, le pape, l'empereur, il y a le chariot, le char triomphal, bien sûr. En italien il l'appelait comme ça d'ailleurs, il y a le pendu, le pape, la maison Dieu, la roue de la fortune, les figures des vertus. Qu'est-ce qu'elles font là, ces figures? C'est pareil, après on ne pourra jamais rien affirmer définitivement, encore une fois. Moi ce que je me suis dit en voyant ces atouts, c'est que ça pouvait être des figures inspirantes et des atouts pour gagner sur l'adversaire. Qu'est-ce que ça pourrait être pour un prince de cette époque comme atout?
Les vertus, on les retrouve dans les figures de gouvernement. J'ai retrouvé des manuscrits médiévaux où on voit les 4 vertus cardinales. Pourquoi dans le tarot, il n'y en a que 3? Pareil, on ne sait pas. Il manque la prudence. Il manque tiens. la prudence. Alors c'est peut-être la papesse, parce qu'on représentait la prudence souvent avec une femme qui tenait un livre. Ouais. Mais on ne sait pas non plus. Pourquoi une papesse pour la prudence ouais. C'est... Mais bon, je m'égare là. En tout cas, voilà, les vertus étaient censées encadrer les figures de gouvernement. Donc ça peut être des atouts pour gouverner, de professer ses vertus, d'avoir conscience de l'impermanence des choses, d'avoir l'appui du pape, l'appui de l'empereur, Bien sûr. d'être habile. Est-ce que le battleur, c'est pas ça, une figure qui symbolise l'habileté, l'art de manipuler? Est-ce que c'est pas un atout aussi pour gagner sur les autres? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Difficile à dire, hein, mais après, oui, si tu veux, je parle 2 minutes des Visconti. Moi, quand j'ai retrouvé le récit de la vie de cette famille, j'ai adoré. Je me suis dit, on se croirait dans Game of Thrones, là. Ah ouais, non, c'est incroyable l'histoire de cette famille. C'est juste folle. Donc c'est les premiers commanditaires des tarots, premiers tarots qu'on connaît, oui. Voilà, enfin, c'est pas le premier commanditaire des tarots, oui, parce pardon. que c'est les Médicis. La trace vient de la famille Médicis. D'ailleurs, on peut dire les Médicis, ils ne sont pas en reste pour ce qui est des trahisons, empoisonnements en tout genre. Enfin, je connais pas leur histoire par cœur, Ouais. parce que je l'ai pas étudié de près, mais bon, c'est quand même pas des modèles de vertu et de... Ouais. Et quand tu as bien Felipe Maria Visconti, en fait, oui, enfin là je l'ai écrit, je le relis parce que j'ai pas tout retenu de mémoire, mais il a épousé une femme deux fois plus âgée que lui pour entrer en possession de sa fortune et des troupes de son défunt mari, puis il l'a fait décapiter en 1418, soi-disant pour adultère, tant qu'à faire, hein. Et puis il a épousé après Marie de Savoie, le mariage n'a jamais été consommé, et il a marié sa fille bâtarde Bianca Maria Visconti à l'âge de 9 ans, elle a été promise en mariage au mercenaire Francesco Sforza. Mariage heureux malgré le fait que dès ses 9 ans, elle a été promise. Voilà. Ben, faut dire quand on voit son portrait, ça avait l'air d'être une sacrée bonne femme quand même. Donc oui, elle a eu un mariage heureux, tant mieux pour eux. Mais bon, oui, on voit que c'est dans cette espèce de cadre-là où les tarots sont apparus, où les villes... le sacerdoce se battait contre le pape et l'empereur se disputaient le pouvoir sur le monde. Ouais. Les villes italiennes se battaient entre elles. Ouais. On sortait à peine de la guerre de 100 ans et de la grande peste noire qui avait ravagé. On sait qu'il y a entre un quart ou un tiers de la population de l'Europe qui a été décimée par la peste. Alors moi je ne suis pas étonnée de voir un arcane 13, le squelette avec cette faux dans le jeu. Quand on voit les représentations de l'époque sur la mort, mais c'est assez effroyable. Je ne sais plus quel tableau, il y a un tableau comme ça où il y a des centaines de squelettes qui tuent des centaines de pauvres gars, des tableaux assez ténébreux et effroyables. Donc je pense que oui, les premiers tarots reflètent cette époque de trouble. Bizarre. Ouais. En même temps, c'est une époque brillante culturellement, il ne faut pas oublier l'autre versant, effectivement. Donc, c'est tous ces princes qui payent des humanistes lettrés pour traduire les œuvres de l'Antiquité, pour faire des œuvres somptueuses peintes dans les palais et les cathédrales, ne l'oublions pas non plus, quoi, effectivement. Ils commandent à la fois des chefs-d'œuvre et des bains de sang. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que par exemple, la famille Visconti, un des membres, envoie au peuple affamé ses soldats, et puis même interdit à un moment de dire le mot paix ou guerre au peuple. Ça, c'est des tyrans, en fait. C'est juste pour dire que c'est des tyrans. C'était le neveu de Felipe Maria Visconti, qui a régné avant lui, qui devenait deuxième duc de Milan. Il était connu pour ses chiens, des matins napolitains qu'il avait dressés à dévorer les hommes vivants. Et on dit de lui qu'en mai 1409... il avait déchaîné la soldatesque sur son peuple parce que les gens criaient paix, paix sur son passage. Et puis, comme les guerres étaient incessantes, il avait ordonné qu'on interdise de dire le mot paix, même dans les églises, sous peine de mort. Bon, il est mort assassiné en 1412, et puis après, Felipe Maria Visconti est accédé au pouvoir. Ouais. Donc lui, l'autre est mort assassiné, et celui d'avant, il est mort empoisonné, je crois. Ouais, le premier duc de Milan a renversé son oncle en 1385, l'a fait enfermer en prison et empoisonner. Voilà.
Et puis c'est lui qui a acheté au roi de Germanie le Les titre titres de de duc. duc. Comme quoi, pour se devenir duc, Ouais. ça pouvait être... il suffisait d'avoir de l'argent. Être un bon brigand, sinon, un pillard. Et je crois que c'est vers 1430, tu as un texte. Alors là, ça ne concerne pas les tarots, mais c'est un texte qui dit à quoi peut servir le jeu de cartes, justement, qui est commandé. Ça sert à élever la vertu du prince, ça sert à. Mm. Oui, oui, oui. Alors, c'est quoi cette trace déjà. Alors là, ce serait, oui, un texte... bah ça, j'ai retrouvé ça sur Internet. Par contre, j'ai pas Oui. trouvé de source écrite. Enfin, c'est un site de recherche sur l'histoire du tarot, un site anglophone, enfin, où ils ont vraiment beaucoup de sources. Enfin, là, la source existe, elle est à la BNF. Mhm. Bon, j'ai pas pu la retrouver, j'ai eu du mal. Mais elle existe, là j'ai confiance dans ceux qui ont écrit sur cette source, quoi. C'est le secrétaire aussi, du duc de Milan, c'est pour déjà Felipe Maria Visconti. D'accord. Donc du coup on sait qu'il aimait se faire créer des jeux, donc c'est intéressant de savoir ça. Mhm. Et là, ce texte, dans les années 1430, où le secrétaire confident, conseiller du duc, j'allais dire prince sérénissime, duc illustre, j'ai un beau jeu pour vous, c'est assez obséquieux comme texte, et il dit que c'est un jeu pour se récréer de la fatigue et aussi effectivement pour s'exercer à la pratique de la vertu. Et j'avais un peu ricané en lisant ce texte, parce que je me suis dit, déjà ils en avaient bien besoin, mais c'est intéressant pour se dire, est-ce que le tarot, c'est pas également Un outil un pédagogique. jeu, voilà, avec des figures modélisantes. En même temps, le diable, je ne sais pas dans quoi ça peut être un modèle. C'est pour ça que le tarot, il est un peu inclassable, parce que ça, c'est une chose qui est à peu près certaine. Les cartes pouvaient être des figures de modèle, des figures modélisantes, parce que quand on voit les cartes à enseigne française, cœur, carreau, pique, trèfle, très vite, des figures sont apparues sur ces cartes. Charles, David, Laïr, Alexandre, c'était des figures de grands hommes, de grands guerriers, de grands rois, donc qui pouvaient servir de modèle. Donc pourquoi pas le tarot? Pourquoi pas des figures de cartes de tarot aussi? Donc quand on voit c'est Marziano da Tortona, je crois, qui a écrit ce texte pour le duc de Milan, à dire voilà, vous pouvez vous exercer à la vertu avec ces figures. Et il y a 16 figures, 16 atouts. Est-ce que c'est déjà des atouts, les ancêtres des atouts, c'est-à-dire 16 cartes qui les emportent sur les autres. Il y a 4 séries aussi dirigées par un roi. Si je ne me trompe pas, il y a 10 cartes à points. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça. Et après, il y a 4 atouts par série. Et c'est des figures de divinités mythologiques. Il y a Cupidon, il y a Zeus, il y a... Héros et dieux, en fait. Ce qui est drôle, je crois, selon mon souvenir, c'est qu'il précise que ça peut les inspirer parce que ces héros et ces dieux ont réussi à traverser les millénaires en se faisant assez vénérer. Donc c'est comme inspirer la grandeur par-delà les âges. Alors ça, c'est selon mon souvenir. Oui. C'est ça. Enfin, c'était l'idée de ce texte, en tout cas, et que du coup, le duc pouvait s'en inspirer pour lui aussi, peut-être pas devenir immortel, mais quoique... qu'on se souvienne de lui, peut-être, en tout cas. On se souvienne de lui en bien. Il y avait du chemin. C'est raté. Le tarot vient de la langue vulgaire, entre guillemets, et non en fait du latin, de l'hébreu ou de l'égyptien, entre autres. Donc oui, on a... Le terme, ce qui est marrant, c'est qu'il vient la même année en Italie et en France, je crois que c'est 1505, où tu as tarot, AUX. En France, c'est tarocchi. Tarocchi, je ne sais pas comment on prononce. Tarocchi. En italien, en 1505. Ouais. Alors, la même année. Donc c'est marrant. Et il est précisé que ça vient de la langue vulgaire. C'est Thierry de Police qui cite une source, une mention qui date de 1512, où il est écrit « De manière barbare et sans tenir compte du latin, on dit maintenant taroc ». Moi, ça m'a sauté aux yeux, et j'ai fait tout de suite le distinguo entre les langues nobles de l'époque, les langues vulgaires, c'est-à-dire les langues vernaculaires, enfin l'italien, le français, etc. Et les langues, enfin je ne sais pas si on dit langue noble,
c'est-à-dire le latin, le grec, l'hébreu, les langues des humanités, les langues enseignées à l'université. Donc si cette citation parle de ça comme ça, et il y a une autre citation en 1505, c'est la fameuse citation française, française s'écrit en latin, Quartarum vulgo appellatarum tarox. Les cartes vulgairement appelées tarot. Vulgaire, donc ça veut dire que c'est pas une langue, c'est pas du latin, ça vient pas du grec, ça vient pas, il n'y a pas ces racines-là. Ouais. Je pense que c'est un mot qui vient directement de l'italien de l'époque, qui s'est développé, qui est apparu en même temps que le jeu de cartes s'est développé, il me semble. Ouais. Ce que j'ai retrouvé vraiment d'intéressant. Et parce que moi, il faut préciser qu'il y a plein de propositions d'étymologie sur le tarot, il y en a qui plus ou moins sérieuses, mais il y en a, pourquoi ne pas aller voir dans l'italien, tout simplement, de l'époque, l'italien. Moi, je pense, parce que si on parle de langue vulgaire, je vois pas pourquoi on irait voir dans d'autres langues. Bien sûr. Ou alors, d'autres langues vulgaires que l'italien, alors que le jeu est apparu en Italie et qu'il est devenu tarocco ou tarot. Ouais. Et j'ai adoré ta proposition. Oui, j'avais dit que ça peut dériver de l'italien arocco, expression populaire qui évoque l'attaque et utilisée quand on attaque la tour aux échecs. Par exemple, on dit ti arocco ou tarocco, T apostrophe, je t'attaque. Et où je t'oblige à te défendre. Et ça pourrait venir de là. Obliger, voilà, les joueurs qui jouaient à table, tarocco, je t'attaque avec ton atout. Bien sûr. Avec mon atout, pardon. Ça peut être ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé un dictionnaire étymologique. Des fois, j'ai trouvé des choses par hasard. Oui, ça, c'est incroyable aussi. C'est un dictionnaire étymologique des années 70, en fouillant dans un marché aux livres. Et elle a dit le tarot, mot du XVIe siècle d'origine obscure, vient de l'italien tarocco, dérive de tarocare, excusez mon accent pourri, qui signifie se mettre en colère et par extension répondre par une carte plus forte. Je sais pas, j'ai trouvé ça sympa. Oui. C'est après je sais que les chercheurs, les historiens chercheurs, où est-ce que je l'ai mis ces notes, il y a tellement de choses à se souvenir. Thierry de Police dit que ça pourrait venir d'un verbe taraa qui signifierait rejeter, déduire, parce que c'est lié aux règles du jeu. Ouais. Ça, je sais pas. Racine arabe, donc, d'après certains chercheurs. Ouais. Pourquoi pas si le jeu venait des musulmans, mais... Ça reste à voir. J'avais aussi lu que c'était vers 1494 où tu avais le mot taroche, ou taroc, je sais pas, en italien, qui voulait dire un fou ou... Ah oui, c'est un peu comme... D'ailleurs, la Nef des Fous sort cette année-là, mais c'est ça qui est drôle. Ah oui, mais oui, parce que taroche... Oui, voilà, 1494, où le mot tarok signifie fou, idiot. Et d'ailleurs, il y a des auteurs de cette époque qui disent que c'est un mot sans étymologie, fantasque, bizarre, et il y a d'autres auteurs qui disent aussi que c'est un jeu, que le tarot est un jeu débile. D'ailleurs, il y a un fou, il y a un mat. Oui, c'est vrai. Bon, après, ça veut dire... Surtout que le tarot, à la base, n'est ni nommé ni numéroté. Et que ça, en tout cas, apparemment, les noms, ça vient... nous, on adore nommer les choses. Ça vient des Français. Ça vient des Français, oui. Les noms sur les cartes. Et là, on est avec Catelyn Geoffroy, 1557, non, c'est avant. Non, c'est après. C'est le fameux, ce fameux tarot parisien anonyme, qui est le premier plus ancien tarot connu, où les cartes sont numérotées. Nommé et numéroté. Nommé et numéroté, d'accord, donc c'est celui-là, ok. Et c'est intéressant parce que, justement, là, on voit, il est écrit le fou, pas le mat. Donc les numérotations, les dénominations changent. Et les numérotations aussi. C'est-à-dire que les anciens tarots italiens n'ont ni nom ni numéro, et on n'a que des sources pour nous montrer les ordres des cartes et leurs noms. Ouais. Et j'ai adoré retrouver... Là, je confesse modestement que j'ai spolié Dumet, ce grand historien du tarot, qui lui a fait tout le travail d'aller rechercher les sources avec les ordres des cartes et les noms des cartes, et il a retrouvé 11 ordres différents de suites d'atouts. Ouais. Et donc 3 ordres principaux. Alors les chercheurs nomment l'ordre A, l'ordre B, l'ordre C. Et l'ordre C, c'est celui du tarot dit de Marseille,
tel qu'on nous on le pratique et on le connaît aujourd'hui, qui viendrait de Milan. L'ordre A, en fait, c'est un ordre où les vertus sont avec la... Je vais m'aider de ça. Les vertus sont juste après l'amoureux. D'accord. En fait, dans ces ordres, les vertus, c'est surtout les vertus qui changent de place. Là, elles sont groupées après l'amoureux. L'ordre B, en fait, ce qui change, c'est qu'il y a aussi les cartes les plus hautes qui changent. La justice se retrouve en 20e position, donc peut-être comme figure avec associée au jugement. Ah, du jugement, bien sûr. Ouais. Ce sont ces cartes-là qui bougent. Les cartes les plus hautes et les vertus qui changent de place. Ouais. C'est... bon, ben... Que dire d'autre? C'est que du coup, il n'y a pas d'ordre défini clairement. Ouais. Voilà, l'ordre A, Florence, l'ordre B, Ferrare, l'ordre C viendrait de Milan. Et on a des feuilles imprimées, les premiers tarots peut-être populaires qui ont été imprimés comme ça. Donc ça permet d'avoir une idée de cet ordre-là, de ces ordres différents. Donc ça, c'est l'ordre A, qu'on appelle l'ordre A. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y a des images, moi c'est peut-être pas grand chose à voir non plus, mais les images les plus anciennes qu'on ait comme source possible du tarot de Marseille, cette fois-ci, c'est les feuilles... La feuille La Carrie. La feuille Carrie. La feuille Carrie, parce que c'est conservé aux Bien ton États-Unis. Voilà, bah là, au moins j'aurais un accent. Alors, Feuille la Carrie. feuille Alors, Carrie, 1500, ça date de Hop là. 1500. ça date environ 1500 et on sait que ça vient d'Italie, ça vient de Milan d'ailleurs. Mhm. Et ce qui est intéressant sur cette feuille, c'est qu'on voit des symboles qui, pour la première fois, vont être ceux qu'on retrouvera dans le tarot de Marseille, avec la lune et l'écrevisse, les bassins, l'étoile, une jeune femme qui verse de l'eau par terre, Ouais. alors que dans les anciens tarots italiens, c'est pas ça du tout. Ouais. C'est soit des figures d'astronomes Astronome, qui, j'allais dire astronautes, qui regardent Pas les étoiles. C'est le soleil dans le tarot de Charles VI, c'est une fileuse, une femme qui file et qui sous un soleil. Donc les figures changent aussi. D'ailleurs, pour le soleil, on peut noter, c'est intéressant. Dans le tarot de Charles VI, c'est une femme qui file. Dans le tarot de Visconti, c'est un angelot nu qui porte l'astre. Dans le tarot de Jacques Viéville, qui est un tarot du milieu du XVIIe siècle, on retrouve un jeune garçon chevauchant sur un cheval sous le soleil. Et seulement, dans le tarot dit de Marseille, on va trouver les deux petits-enfants avec le muret et le soleil. Donc cette figure évolue. Il y a même un tarot où on voit Diogène dans son tonneau et Alexandre avec le soleil, sur la carte du soleil, haute toit de bon soleil. Ouais. Donc les figures allégoriques peuvent évoluer aussi. Ouais. Donc à quoi se fier? Et par contre, c'est vrai qu'on a une expansion de quartier, surtout au 18e. Là, c'est la folie, là, c'est la pagaille. C'est surtout qu'on a beaucoup de traces, cette fois-ci, pour le 18e. Oui, on a beaucoup, On de a traces beaucoup plus que pour le 16e et le 17e. On a plus de jeux en fait. On a plus de jeux, les ça. cartes, Ouais. les traces de documents, bon alors là je serais incapable de faire l'inventaire complet. Oui, bien Tout sûr. ce qu'on a trouvé sur les documents, sur les quartiers, mais on a beaucoup plus de jeux. C'est peut-être pour ça. Ça c'est l'historien Thierry de Poly, pareil, qui avait fait un peu le compte des tarots conservés. Donc effectivement, une majorité des tarots anciens conservés viennent de Marseille. Ouais. Donc ça peut être une explication pourquoi le tarot de Marseille est devenu une espèce de terme déposé, quoi, un nom d'usage. Bien sûr. Mais oui, on en a beaucoup plus au XVIIIe siècle de jeux de cartes conservés. Pas tant que ça, mais quand même. Il y en a pas mal dont, en fait, pas mal d'entre eux, quand même, sont restaurés, entre guillemets, qui ont été restaurés par Jean-Claude Flornoy et par Yves Reynaud aussi. Il y en a quelques-uns. Yves Reynaud, lui, il vend des facsimilés. Des facsimilés, c'est ça. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que des reconstitutions. Ouais. On peut voir les jeux tels qu'ils étaient. Bon, maintenant, il les retravaille plus, d'après ce que j'ai vu. Là, il vient de sortir un tarot de convers, donc il l'a retravaillé avec différents tarots de convers conservés.
Mais oui, c'est très intéressant. Ça permet de voir leur diversité, leur variété. Parce que si on prend, je disais déjà tout à l'heure, avec ce tarot parisien anonyme, ça peut se donner une idée de la diversité des tarots. Et en plus, quand on rentre dans le tarot dit de Marseille, même sous ce modèle-là, il y a des tas de tarots différents, Bien avec sûr. des couleurs différentes, avec des... Enfin, les figures sont un peu plus figées, mais il y a quand même des diversités. Il y a des tarots, en plus des tarots suisses, des tarots italiens, des tarots français, sous ce modèle. Donc lequel on prend pour lui donner un auteur initié, je sais pas, le Tourcati, le Chausson, enfin là c'est des noms de quartiers, des noms de tarots qui restent. Ouais. Le tarot, comment il s'appelait? Oh, j'ai oublié, il y en a tellement. Qui c'est ça? De Suzanne Bernardin, tiens, il y en a un, voilà, ouais. pourquoi pas celui-là Pourquoi le tarot de Convert? Ouais, Pourquoi bah, toujours celui-là? surtout qu'en fait, Nicolas Convert, il est daté de 1760 son tarot, alors qu'il Oui. naît en 1784. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est difficile, quand c'est même. un usage répandu de racheter des moules à cartes ou alors d'en hériter par mariage ou par héritage, et puis du coup d'effacer le nom du prédécesseur et de mettre le sien. Donc, D'accord, ouais. donc lui, c'est ce qu'il a dû faire. Donc, le tarot date sans doute de 1760, mais c'est pas lui qui l'a inventé. donc C'est pas le quelqu'un tarot. d'autre. Donc le tarot de Nicolas Convert n'est pas le tarot de Nicolas. N'est pas le- Le tarot de Mantegna, Mhm. n'est pas de Mantegna. Ou n'est pas un tarot, ou il n'est pas de Mantegna, je sais pas. Oui, là je sais pas pourquoi c'est un nom d'usage qu'on lui a donné. Ouais. C'est un jeu gravé. Enfin, c'est même pas un jeu, c'est une espèce d'ensemble iconographique Ouais. gravé qui date des années 1460. C'est même une des plus anciennes gravures, enfin dans l'histoire de la gravure connue, qui représente une sorte de vision du monde parfaitement ordonnée, de la figure la plus misérable qui va jusqu'à Dieu. Une ascension vers Dieu. Peut-être. Ouais, ce que pourrait être le tarot. Peut-être, mais après Mantegna, bon c'est pareil, j'avais noté des détails, mais il aurait été créé vers 1465 à Ferrare par un artiste anonyme. Bon, là j'ai répété ce que j'ai trouvé dans les livres d'histoire, mais d'un artiste de l'école de Francesco Cossa. Bon. Ouais. Euh, Le tarot de Charles VI n'a rien à voir avec Charles VI. non, On a que des trucs comme ça, c'est incroyable. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un bibliothécaire qui s'est trompé. voilà, c'est un bibliothécaire au XIXe siècle qui a assimilé une mention historique, c'est-à-dire en 1392, il y a un Jacquemin Gringonneur qui vend un jeu de cartes à Charles VI, et ce bibliothécaire du XIXe siècle, Constant Lébert, voilà, si vous voulez son nom, a confondu cette mention avec le magnifique jeu de tarot que la Bibliothèque nationale possède. Et elle possède ce jeu parce que c'était les collections royales. Ça a été offert à Louis XIV, en fait, Ouais. par un collectionneur érudit. Il paraît que ce jeu était déjà célèbre au XVIIIe siècle, on venait l'admirer. Ouais. Mais bon, voilà, il a été confondu avec cette mention. Donc voilà. Bah, du coup, il a gardé ce nom-là quand même. Ouais. C'est... Et le tarot de Marseille n'est pas de Marseille. Ah là là, bah oui, bah du coup, c'est... Non, mais il y a Comment des expliquer, problèmes quand même. oui. Parce qu'on garde des expressions qui Oui. ont tenu longtemps, Mm. mais en fait, ça n'a plus grand chose à voir avec leur origine. Le tarot de Marseille, c'est une expression, je crois, qui arrive en 1863, Oui, seulement au c'est 19e siècle. 1865. 1865, pardon. Ouais. Donc oui, enfin là c'est un peu plus vaste. Comment expliquer ça clairement, simplement Oui, et oui, bien rapidement sûr. Ouais. Donc c'est apparu en 1865 dans un article sur les jeux de cartes écrit par un dénommé Romain Merlin, qui était d'ailleurs un historien des cartes à jouer. Ouais. Ça a été, on peut dire aussi que les premiers occultistes n'en parlent pas, c'est-à-dire que Eliphas Lévy, il parle encore des jeux italiens, Bien sûr. donc il ne parle pas du tarot de Marseille. C'est Papus qui va reprendre l'idée aussi et qui va la développer en disant que c'est le tarot de Marseille qui est le plus riche en termes de symboles. Ouais. Il parle du tarot de Besançon aussi, avec Jupiter et Junon, et le tarot de Marseille c'est le pape et la papesse. Je pense qu'il a été nommé comme ça justement pour désigner ces deux tarots différents, et c'est rentré dans l'usage petit à petit. Mais c'est pas apparu avant 1865, et Bien sûr. ça c'est... Après, les occultistes en parlent un peu plus. Enfin, c'est Papus qui va un peu fixer ce terme. Ouais. Mais ce qui me fait un peu rire, c'est du coup, enfin, comment dirais-je, si on s'amuse un peu avec les occultistes,
On s'aperçoit que le tarot de Marseille, il est nommé par Papus comme ça, mais c'est pas... comment Oswald Wirth a fait son propre tarot, un tarot qui était différent. Papus a fait son propre tarot, un tarot qui n'a vraiment apparemment rien à voir avec le tarot de Marseille quand même. Donc les occultistes eux-mêmes font des tarots différents. Donc, pour arriver à notre tarot de Marseille tel qu'on le connaît si bien et tel qu'il a été longtemps vénéré, à tel point qu'on l'a analysé dans les moindres détails, il faut attendre Grimaud, et Paul Marteau en 1930, qui a vraiment fixé un canon. Bien sûr. Ouais, sûr. Parce que là, je sais pas, j'avais sorti ce livre parce que je le trouve intéressant aussi. Un livre de cartomancie des années 20, réédité dans les années 40. Alors lui, il dit voilà, comment tirer le tarot, et hop, lui, comme tarot, il montre ça. Bah là, c'est un tarot de Besançon, justement. Donc, en plus, les vieux bouquins de cartomancie qui parlent de tirage de cartes avec des tarots se noient pas dans les précisions. Hein. Donc là, on a ça. On a des tarots différents. Et d'ailleurs, quand on voit l'empereur comme ça permet de dire que ça, c'est un tarot qui date des années 1890, avant l'époque où Paul Marteau a fait le tarot qu'on connaît. Ouais. Donc c'est des couleurs différentes. Enfin là, je reconnais, c'est du noir et blanc, mais tel que ça apparaît, en fait, il y a un tarot des années 1890 avec un empereur comme ça, avec un costume assez bariolé, avec du rose, du mauve, du beige, du vert, donc c'est pareil, les couleurs sont pas tellement fixées. Bien sûr. On a vu que la succession des atouts n'est pas la même dans tous les tarots, que les noms des atouts sont pas les mêmes dans tous les tarots, etc. Et ce qui m'a bien fait rire un peu comme toi, en fait, c'est qu'au 19e siècle, il y a énormément de choses qui se passent à cause des Teia et tout ça. On va essayer d'y venir brièvement juste après, parce que leur tour, on en parle beaucoup. Mais comment dire, c'est comme le mot ésotérisme et le mot occultisme qui arrive vers le milieu du 19e siècle. Tu as le mot arcane. Oh, ce fameux mot que tout le monde utilise. Quand est-ce que vient le mot arcane ? C'est pareil. Il vient au 19e siècle. Oui, seulement. C'est le dénommé Paul Christian. Alors c'est le pseudonyme de Jean-Baptiste Pitois qui a écrit Histoire de la magie et qui parle de lames dorées dans lesquelles sont cachés un arcane, donc un secret. Ouais. Donc là on est en 1863, si je ne m'abuse aussi. Et donc il parle que des atouts, c'est-à-dire des arcanes majeures entre guillemets. Oui, en plus. En plus. Et quand il parle de l'âme, en fait, il s'est inspiré d'Aliette, notre chère amie Aliette Etelia, c'est son anagramme. C'est le premier à parler de l'âme dorée qui était dans les temples égyptiens utilisés pour lire le livre de Thoth. Donc c'est... Le mot lame vient d'Aliette, donc voilà, du XVIIIe siècle, et le mot arcane vient de ce Jean-Baptiste Pitois en 1863. Ouais. Ça n'existait pas avant. Et d'ailleurs, même certains occultistes parlaient encore d'atouts. Courte de Guéblin parle encore d'atouts, et pas d'arcane, donc c'est récent aussi. Oui, alors, à la Renaissance, de la Renaissance jusqu'au 19e siècle, on lit l'avenir par les cartes, mais on a rarement en fait des preuves ou des éléments qui nous disent qu'on tire l'avenir, qu'on lit l'avenir par les tarots. Si. Par les tarots, effectivement, on a rien. Dans l'histoire de la cartomancie, ça commence par... c'est pareil, moi j'avais pris ça, j'avais ce qu'on appelait les livres de sorts au départ, c'est-à-dire des livres avec des petites sentences divinatoires illustrées par des figures de cartes, mais il n'y a pas de lien vraiment entre les figures de cartes et les textes, elles sont juste là pour décorer, on va dire. Ouais. Non, en fait, les tirages à partir des tarots, effectivement, la première preuve concrète, c'est 1781 avec le monde primitif, avec Courte de Guéblin et le comte de Melay qui va faire le premier tirage. J'ai retrouvé un tirage de tarot dans son texte. Ouais. Donc c'est a priori pour le moment le plus ancien tirage de tarot connu. Moi, ce que j'aimerais faire par la suite, parce que contrairement à certains historiens du tarot, je ne connais pas le latin ni l'italien, donc je ne suis pas habilitée à fouiller les sources de l'Italie de la Renaissance, mais par contre,
mon travail quand j'étais en fac d'histoire et quand je suis devenue bibliothécaire, c'était de fouiller un peu, je connais bien les bibliographies du XVIIIe siècle, donc on a plein de sources pour tout ce qui était édité au XVIIIe siècle, donc il y a peut-être moyen de retrouver d'autres bouquins que ceux d'Aliette sur la cartomancie, pourquoi pas, parce que là il y a énormément il y a de quoi faire, donc je vais essayer de voir s'il y avait autre chose, parce que si quand le comte de Melay nous parle d'un tirage de tarot, peut-être qu'il y en avait d'autres, il y a peut-être des traces écrites. On a, là c'est pareil, c'est Thierry de Poly qui avait retrouvé une trace d'une pauvre couturière marseillaise qui a été condamnée au carcan avec son jeu de tarot en 1772, donc ça veut dire qu'il y avait déjà des tirages de tarot quand même. Bien sûr. Dans les années 70, 1770. Ouais. Parce qu'après c'est vrai que tu as des documents... je me demande même qui c'est pas entre le naipes et la divination qui fait le rapport entre le naipes et la divination dès 1450, c'est très tôt. Oui, et ensuite c'est vrai que tu as la tireuse de cartes sur un tableau. Ah, j'ai oublié son nom. Oui. Van Leyde. Ouais, Van Leyde. Et là on est en pareil 1510 je crois. Donc on sait qu'on tirait par les cartes et parfois par les tarots. Oui. Mais hop, regardons. Mais c'est très rare. Disons que ce qui est certain, c'est comme... j'ai beaucoup aimé l'historien Jean-Marie Lotte aussi, qui parlait du jeu et de la divination dès l'origine, j'en parle dans mon bouquin. Si dès l'origine on a des traces, à l'époque des Grecs par exemple, où on faisait de la divination par les osselets, quand ils jouaient aux osselets, je pense qu'effectivement quand les cartes sont apparues, vu que ça se pratiquait quand même assez aisément, la divination avec un peu n'importe quoi, que ce soit les augures, les vents, les oiseaux qui passent, les coups de tonnerre, au Moyen-Âge on faisait des présages avec, quand on voyait des forces de la nature se manifester, donc pourquoi pas, on sait qu'on faisait de la divination avec les dés, donc je pense que quand les cartes sont apparues, on en faisait sans doute assez vite avec les cartes. Oui. Le tarot, par contre, oui, on n'a pas de traces, alors que le tarot était si répandu, donc pourquoi pas. Oui, mais on ne sait pas, là, pareil, on n'en sait rien. 1781, c'est là, pour l'instant... le comte de Melay, c'est le plus ancien tirage connu, et Aliette, à mon avis, va saisir la balle au bon pour développer ça et faire tout un système de divinatoire très élaboré, avec un tarot divinatoire complet, donc c'est tout nouveau. Et Aliette, c'est vraiment un personnage clé parce que c'est un peu de là d'où va découler en fait la cartomancie. J'étais très étonnée de découvrir tout ça. C'est-à-dire, en fait, c'est totalement nouveau dans ton livre, c'est impressionnant. J'étais la première surprise, c'est-à-dire qu'il va créer son système divinatoire tarotique avec un jeu complètement nouveau. Il va redessiner un tarot, il va s'inspirer du tarot de Marseille, si on va dire ça comme ça. Il va le redessiner avec des figures similaires, mais il va changer les interprétations, et les 78 cartes, il va les redessiner en mettant des mots d'interprétation dessus. Et en fait, pendant tout le 19e siècle, en fouillant un peu les pratiques, soit on tire les cartes avec des jeux de cartes cœur, carreau, pique, trèfle, soit on tire les cartes avec des petits oracles et des jeux divinatoires qui ont été inventés et dessinés de toutes pièces pour ça, et j'en ai trouvé au moins une 60aine dans les fonds de la BNF. J'étais émerveillée, j'ai dit, il y a tout ça, c'est génial, d'ailleurs je vais essayer de fouiller ça un peu plus. Soit on tire les cartes avec le système d'Aliette. Il n'a pas arrêté d'inspirer les cartomanciens jusqu'à aujourd'hui, et même Papus, dans son tarot divinatoire, là, quand il redessine les mineurs, 48 d'Etelia, il s'inspire d'Aliette d'Etelia pour faire son tarot divinatoire. Ouais. Et donc c'est ce tarot-là qui va beaucoup servir, ce jeu-là qui va beaucoup servir au 19e siècle, et pas vraiment le tarot de Marseille. Pour faire de la cartomancie, il n'y a pas beaucoup de traces. C'est Aliette qui va inspirer vraiment la cartomancie longtemps. Et je me dis même que s'il n'avait pas existé, je me demande si on ferait du tarot aujourd'hui comme ça. Oui, c'est un personnage vraiment hallucinant et très intéressant, passionnant. Et donc vous aurez qu'à voir en détail dans le livre. J'ai retrouvé un bonhomme qui a retrouvé sa biographie, qui a réécrit sa biographie, qui a retrouvé les documents de ses élèves. Il a retrouvé un vieux, c'est un dénommé Jean-Baptiste Millet Saint-Pierre qui a rencontré un vieux bonhomme dans les années 1840, si je me souviens bien, et le vieux bonhomme l'a mis sur la piste d'anciens élèves d'Aliette qui avaient des documents d'Aliette. C'est pour ça que j'ai reproduit dans le bouquin
un horoscope signé de la main d'Aliette avec des questions et des réponses et la signature du maître Qui faisait payer très cher. qui faisait payer très cher. 3 livres, donc 3 jours de salaire d'un ouvrier Pour une conversation. pour une conversation. Oui, il est incroyable. Mais d'ailleurs, bon, vous pouvez voir ça en détail dans le livre parce que ce serait un vaste sujet de parler de tout ce que tu as écrit sur Aliette, ce que je trouve passionnant. Mais je trouve que ce qui est intéressant au 19e siècle, bon, comme le siècle des Lumières, le 18e, c'est aussi un peu le siècle des débuts de l'occultisme avec tout ce qui est magnétisme. Enfin, après il y aura l'hypnose qui viendra plus tard. Mais, magnétisme, ouais, pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au 19e siècle, on a la cartomancie et l'occultisme. Oui. Et c'est drôle parce que les hommes sont plus tirés vers la lecture du passé avec l'ésotérisme, c'est-à-dire comment peut-on s'inspirer du tarot qui est un réceptacle de sagesse ancestrale, et les femmes qui sont plus penchées vers le futur, Oui, c'est vrai, je n'avais pas noté. qui lisent le futur. Ouais. Mm. Donc ça c'est drôle, et surtout que les occultistes généralement regardent de haut et avec dédain la cartomancie. Mm. Oui, Sauf au début du XXe siècle où ça va un peu plus se scinder cartomancie et ésotérisme. Mm. Comment s'enrichir d'une sagesse ancestrale par les cartes et comment s'en servir dans la vie quotidienne. Et je pense que ça, c'est assez récent aussi. J'étais très étonnée de voir ça aussi, c'est-à-dire effectivement les bouquins de cartomanciel d'un côté avec la Sibylle des Salons, des bouquins qui s'appelaient comme ça. Ouais. Mademoiselle Lenormand, c'est la plus célèbre. Normand. Mais sauf qu'elle a fait un jeu à elle bien particulier. D'ailleurs, un jeu que je ne comprends pas du tout. J'ai beaucoup de mal avec ces figures allégoriques, son jeu à elle. Enfin bref, c'est des jeux différents. Ouais. Et d'autre part, oui, j'ai perdu le fil de mon propos. Mademoiselle Lenormand. Oui, enfin les cartomanciennes d'un côté avec leur jeu, leur système. Puis oui, j'ai trouvé des noms comme ça. La Sibylle des Salons, par exemple. C'est comment ? Ah, j'ai oublié les noms de ces jeux. Il y a plein de noms différents. Oui. Mais effectivement, c'était des jeux faits pour un public féminin par des auteurs soit féminins, soit des bonhommes qui prenaient des noms de femmes pour écrire des livres de cartomancie. Donc c'est assez savoureux. Les hommes prenaient des noms de femmes pour en fait attirer plus de public. Ou toucher un oui, public. Pour se donner une légitimité en tant que cartomancienne, quoi. Comment il s'appelait Je trouve ça excellent comme détail. C'est ce genre de pépites qu'on peut trouver dans ton livre. Des anecdotes historiques qui sont très croustillantes. Je retrouve pas le nom de ce bonhomme qui s'est fait passer pour une femme pour écrire... c'est Julia Orsini, voilà. Sibylle du Faubourg Saint-Germain, et Julia Orsini, en fait, c'est Simon Bloquel, et il a écrit Le Grand Étélia, ou l'art de tirer les cartes en 1850. Enfin, il a écrit. Et c'est là où on voit aussi l'influence d'Étélia dans la cartomancie du 19e. Ouais. Il y a beaucoup de livres qui se prévalent de lui. Et effectivement, après, ce qui se passe, c'est Papus, d'une part, en 1909, quand il écrit le tarot divinatoire, qui va un peu dire, mais le tarot, mais on peut faire de la cartomancie avec. Ouais. Enfin, j'étais étonnée en lisant son introduction, je me suis dit, tiens, ça n'a pas l'air d'être évident pour lui, ni pour les autres. Ouais. Et après, c'est aussi, comment il s'appelle, Oswald Wirth, Bien sûr, ouais. qui va créer son tarot, et qui, un des premiers aussi, va écrire dans son... 1927, le tarot des imagiers du... Merci, le tarot des imagiers du Moyen-Âge, à la fois un descriptif occulte, ésotérique, etc., et après un opus divinatoire. Ouais. Donc, mais au début, les deux n'étaient pas réunis ensemble. Bien sûr. Et à partir de là, là c'est 1949, tu as Paul Marteau qui publie, je crois, donc son livre, son tarot c'est 1930, mais après tu as plusieurs versions d'ailleurs, tu montres toutes ces versions. Dans ton livre, je le rappelle, il y a plein de versions de tarot et c'est un livre d'images. C'est-à-dire, je vais faire une... J'ai voulu en fait mettre plein d'images de tarot pour montrer aussi à quel point ils sont variés, nombreux. Il y a des images vraiment partout en fait. Il y a des tarots partout, à toutes les pages quasiment. Tu as des tarots et des images de tarot absolument. Bon, là on voit pas grand chose, je pense. Si, ça va. Ouais, regarde, t'as des trucs parfois. Sur des pages et des pages et des pages, t'as plein de tarots, des versions différentes du mat, de l'amoureux,
J'ai de la j'ai Reine voulu de Dôme, montrer une telle diversité exprès, pour dire voilà, Bien sûr. cassons un peu le tarot de Marseille figé et voyons un Bien peu sûr. tout ce qu'il y a. Et moi je trouve que ça ouvre au lieu de fermer, au contraire quoi. Ouais. C'est Bien sûr. Et donc voilà, en tout cas, au niveau image, on est. Et éléments historiques, on est bien blindé. Et alors, après, bon, bah, on sait ce que c'est devenu jusqu'à aujourd'hui, hein, à peu près. Là, on a plus de traces. Hein. Le tarot, c'est beaucoup psychologisé de nos jours et c'est beaucoup euh, orienté vers le développement personnel, peut-être. oui. Il y a quelque chose comme ça. C'est vrai qu'après, t'as des personnages comme Jodorowsky ou Georges Colleuil, Mm. avec là quelque chose de plus psychologique ou psychomagique, et Georges Colleuil plutôt avec l'astronomie ou l'astrologie, La pardon, numérologie. la numérologie, C'est apparemment pour faire le son référentiel système. de naissance et tout. J'ai- Ouais, et puis tous les autres qui sont venus après. Enfin, J'étais étonnée en énorme. fait en farfouillant un peu la bibliographie des tarots, enfin des manuels de tarologie. Ouais. Du coup, comme à la BNF, on a ce qu'on appelle le dépôt légal, donc toute personne qui publie doit déposer son bouquin à la BNF. Donc j'ai fait mon, voilà, il est déposé. Hein. Mais en fait, en faisant la bibliographie de ça, j'ai vu qu'en fait, comment expliquer ça vite fait, il y a eu 300 bouquins de tarot publiés après l'an 2000 et 300 bouquins de tarot publiés pour tout le XXe siècle. C'est pour dire qu'il y a une concentration, ça a explosé, la publication des livres sur le tarot. Ce qui peut expliquer le fait que des gens comme Jodorowsky ou Georges Colleuil ont marqué l'histoire du tarot, c'est parce que d'une part, ils ont été parmi les premiers à faire autre chose que, effectivement, dans les courants plus anciens. Donc on a dit il y avait le tarot occultiste, Papus, Eliphas Lévy, etc., qui ont fait tout un courant comme ça d'occultisme lié au tarot. Alors après, il y a des auteurs comme Edmond Delcan qui ont fait le tarot initiatique et symbolique Dans les années 60. dans les années ça. 60, 62, je crois, lui. Ouais. La méditation autour des 22 arcades Arcades majeures majeures. du tarot. Ouais. Et ça, c'est toute la voie occulte qui continue, où on dit des choses sur les cartes qui contiennent des enseignements, mais il n'y a pas de divination. D'un autre côté, la cartomancie, c'est des livres assez simples sur l'art de tirer les cartes. Et c'est vrai que Jodo et puis Colleuil sont les premiers à développer le tarot d'une manière différente. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait date, parce que j'étais étonnée de voir effectivement que M. Colleuil a commencé à écrire dans les années 80. Ouais. Jodorowsky, c'est dans les années 90. Donc ça commence un peu à dater. Et ils sont encore là aujourd'hui. C'est comme un peu un auteur comme... bon là c'est complètement différent, je dirais. Colette Sylvestre, pourquoi elle est encore connue? Elle est une des premières à avoir écrit des livres dans les années 80, pas une des premières, de cartomancie liée au tarot, et elle continue aujourd'hui, donc du coup ça reste, c'est un peu le mouvement cartomancie encore. Après il y a eu beaucoup d'auteurs, mais qui... Puis il y a tout, hein. Il y a tout. Tarot et physique quantique, tarot et esprit d'entreprise, tarot et... Faire du tai chi avec le tarot, Tai j'avais chi. trouvé. Tai chi tarot. Je Mais- sais plus, oui, c'est... En fait, il y a une sorte de diversité. Tarot et mais- management aussi. Oui, il y tarot a- et management. Il y avait une chose qui m'a intéressée quand j'avais fini l'histoire des cartes, c'est-à-dire que on n'avait pas le droit avant de fabriquer librement des jeux de cartes jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, donc il faut savoir ça aussi. Aujourd'hui, n'importe qui peut éditer un tarot. Tout le monde peut s'amuser à reconstituer un tarot, à faire du... Donc ça a libéralisé aussi la fabrication des tarots, et tant mieux. Tarot Du coup, de James Bond, tarot des... Il y en a plein. Tarot des Navarro, tarot des... Il y en a, voilà, et puis sans compter les oracles. Mais avant, c'était interdit. Donc il n'y a que Grimaud qui fabriquait des tarots. Il restait plus que 4 grandes maisons de quartier dans les années... au XXe siècle, en fait. Il y avait notamment Grimaud et Camoin. Les 2 autres maisons, j'ai oublié. Mais aujourd'hui, oui, n'importe qui peut faire un tarot. Donc ça aussi, ça aide, quoi. Ouais. En conclusion, ton livre, qu'est-ce que tu peux dire en général sur le tarot? Les origines, on ne les connaît pas vraiment. Ces choses-là. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce livre? Est-ce que ça a changé ta vision du tarot, toutes tes recherches? Forcément, mais comment? Oui. Comment résumer? Effectivement, quand j'ai fini le bouquin, j'ai eu un grand moment de doute. Je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que je fais, moi?
vu que je tire les cartes quand même, enfin, je voudrais que les gens n'oublient pas, c'est-à-dire que je me suis intéressée aussi au tarot en tant qu'objet de méditation symbolique, prédictif ou psychologique, peu importe. Donc c'est un système qui me parle. Donc je me suis dit, bon alors, je me suis dit quand même que c'est un système qui, malgré toute cette diversité, a une solidité dans le sens où il y a toujours eu, depuis le début, par contre, 22 atouts, 22 arcanes, on peut l'appeler comme on veut, avec les 4 suites, les 4 couleurs. Enfin, on retrouve ces symboles qui changent de forme, mais qui sont toujours relativement les mêmes. Enfin, je dis encore change de forme, l'ermite, au début, c'était le temps. Mais bon, comment dirais-je ? Ce que ça m'a apporté, c'est que je me suis dit, ces symboles, en fait, peuvent nous nourrir encore aujourd'hui. Ils nous parlent encore à nous aujourd'hui. Ils ont été faits par nos ancêtres pour méditer peut-être sur des choses. La roue de l'infortune, pour méditer sur l'impermanence. L'arcane 13, enfin la mort, pour méditer sur la finitude. Pourquoi pas donc ils peuvent très bien encore nous servir. Le fou, ça peut nous faire méditer sur quoi ? Sur le fait d'aller s'en aller dans sa tête ou d'aller plus loin que les autres. Ça peut être une figure de l'errance, enfin, le pape une figure de pouvoir. Moi je pense qu'elles peuvent encore nous nourrir. Après je fais bien la différence entre l'histoire et la pratique. La pratique, j'ai envie de dire, ce que je constate avec émerveillement, c'est que quoi qu'on pense du tarot, ça marche. C'est-à-dire, même si on pense que c'est un jeu de cartes de merde, on va dire ça comme ça, créé par des princes guerriers pour leur plaisir de triompher sur les autres, admettons, n'empêche que quand je me retrouve face à quelqu'un à qui je fais un tirage, je suis dans l'instant, dans le moment présent, je suis avec la personne, je suis avec les cartes qui tombent sur la table, et ce qui est assez bluffant, c'est que dans le dialogue qui s'instaure, la personne me dit « Waouh, c'est vrai, oh, c'est tout à fait ça !» Ça tombe juste. Ça tombe juste, ça me parle vraiment de moi, là, ça me parle. Ah oui, c'est vraiment, ah ouais. Donc, bon, il y a quand même une interaction qui se fait, ça veut dire qu'il y a des systèmes tarotiques qui marchent. Il y a des auteurs qui ont écrit des très belles choses sur le tarot, qui fonctionnent. Le système de Jodo peut marcher, le système de Coleuil peut marcher. Enfin, donc c'est assez curieux. Je sais pas, tu vas dire que la comparaison est débile, mais ça me fait penser à l'acupuncture. Personne n'a démontré scientifiquement les méridiens, pourtant ça marche. Voilà. Bah, le tarot, j'ai envie de dire, c'est pareil. L'histoire ne peut pas démontrer que le tarot est initiatique, mais ça marche. Mais je pense que l'histoire peut apporter une chose, c'est-à-dire peut-être d'arrêter de croire n'importe quoi. Mhm. Je n'ai plus confiance en certains auteurs de tarologie qui vont dire que ce sont des kabbalistes du XIIIe siècle qui ont créé le tarot de Charles VI en s'inspirant d'un jeu pour enfants. Ah bon, quel jeu ? Enfin, peu importe, mais bon, c'est un auteur important qui a écrit ça. Je ne vais pas le dire, je ne veux pas le dénigrer, mais à partir de là, j'ai même plus envie de lire son livre sur le tarot, parce que s'il dit des bêtises pareilles, j'ai pas foi en ce qu'il dit. Donc je pense que ça peut éclaircir les idées. C'est-à-dire, d'une part, il y a ce qu'on sait, et après, il y a ce qu'on pratique. Et ça peut peut-être éviter de penser n'importe quoi. Ça peut être bien de faire le ménage dans sa tête. Même si j'ai peut-être pas toujours été claire, là, aujourd'hui, mais et je pense que, voilà, ça m'a apporté ça. C'est-à-dire une clarté, j'ai eu envie d'apporter cette clarté aux autres. C'est-à-dire, voilà, au moins on sait ça, et ça, on ne sait pas. À partir de là, peut-être pour éviter de broder trop de... Bien sûr. Et ça, si ça peut être utile à tous ceux qui pratiquent le tarot, au moins qui sachent ce que les historiens ont trouvé, c'était mon but aussi, de rendre accessibles ces travaux historiques, eh ben, au moins, voilà, pour nourrir la culture des praticiens de tarot et leur plaisir. Et d'ailleurs, faites les tirages de cartes anciens selon Aliette, c'est à mourir de rire, tellement c'est compliqué. Et oui, il y a de quoi pratiquer en plus là-dedans, comme Voilà, tu dis. j'ai mis les anciennes significations selon les premiers auteurs et leurs anciens tirages. Pas tous, parce qu'il y en a plus, hein, mais bon, j'en ai mis un par auteur. Donc, C'est vrai, parce que on n'a pas pu parler évidemment de tout le livre et de tout ce qu'il y a dedans. Il y a tout un chapitre sur les 22 atouts, à arcanes tout, majeures, arcane, comme on veut. Et donc il dit d'où ça peut venir, et quelles sont les interprétations selon les grands auteurs qui ont écrit sur le tarot, etc., etc. Donc vous aurez compris qu'on n'a fait que effleurer le sujet
d'Isabelle qui elle-même effleure un sujet. On ne peut qu'effleurer. On ne fait qu'effleurer des effleurements. Et en tout cas, moi, je te remercie beaucoup parce que en tant que lecteur et en tant qu'amateur du tarot, et ben, ça m'a changé un peu ma vision du tarot. Et ça, bah, pour ce coup-là, c'est réussi. Et c'est transformé dans le bon sens parce que j'adore la famille Visconti, par exemple. J'aime beaucoup les princes sanguinaires et tout ça. Enfin, bref, merci beaucoup. Isabelle pour ce livre magnifique donc Isabelle Nadolny, Histoire du tarot, origine, iconographie, symbolisme aux éditions Trajectoire, sorti en avril 2018. Merci. Merci à toi pour cette interview. Merci. À la prochaine. À la prochaine.